Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Laurent-Poche. Je suis David Medioni, journaliste et fondateur d'Ernest Mag, un nouveau magazine littéraire en ligne imaginé par des journalistes professionnels et des libraires indépendants. Et je suis surtout ravi de recevoir aujourd'hui Jacques Ravenne. Alors Jacques Ravenne, c'est l'un des habitués de ce salon, mais d'habitude on le voit avec son acolyte, Éric Giacometti. Avec Éric, vous avez créé un genre littéraire, ce qu'on pourrait appeler peut-être le polar ésotérique franc-maçon intelligent qui questionne le monde. Antoine Marcas, c'est le commissaire franc-maçon que vous avez créé et avec lequel vous avez déjà vécu plusieurs aventures passionnantes. Et l'an dernier, avec Éric, vous avez décidé de faire une pause avec Antoine Marcas pour commencer une nouvelle trilogie. Le Triomphe des Ténèbres, le premier tome, est sorti en pocket et le tome 2, La Nuit du Mal, vient de paraître chez Lattès. La saga prend sa source dans la Seconde Guerre mondiale et dans la quête effrénée contre la montre des nazis et des alliés pour récupérer des Svastika. Jacques Ravenne, qu'est-ce qui vous a conduit avec Éric à laisser de côté finalement Antoine Marcas pour aller raconter d'autres mystères et d'autres mythes? En fait, c'est une commande de France 5 pour un documentaire sur les archives qui ont été volées par les Allemands en France. Ça représente plusieurs millions d'archives et qui ont été ensuite récupérées par les Russes en 1945 et dont une grande partie est restée à Moscou. Et quand on est allé fouiller ces archives, on s'est aperçu que les nazis avaient pillé énormément de loges maçonniques en France pendant les premiers mois de la guerre et qu'ils étaient très intéressés par tous les aspects ésotériques. Et alors on s'est dit, tiens, c'est assez curieux, est-ce que c'est un hasard? Est-ce qu'on est tombé sur des boîtes qui étaient plus spécifiquement marquées là-dessus? Et en fait, on a recherché, on a fouillé. Et il y avait pas mal de textes qui étaient sortis aux États-Unis d'universitaires sur justement les rapports entre le nazisme et l'ésotérisme, ce qu'on ne savait pas. Et à partir de là, on a trouvé vraiment un massif assez inconnu, une sorte de racine du mal, discrète mais efficace. Et on a décidé donc de faire une saga avec un héros qui va rechercher ce que les nazis ont fondamentalement cherché pendant toute la guerre à peu près. Et finalement, cette quête de l'ésotérisme chez les nazis, comment vous l'expliquez, vous en tant que romancier, et avec les recherches que vous avez pu faire justement? Il y a un fondement qui est très très simple, c'est-à-dire que les nazis vont créer en 1933 un institut universitaire qui s'appelle Ahnenerbe, dans lequel vous allez avoir des archéologues, des anthropologues, des ethnologues, des psychologues, etc. Et tous ces gens vont avoir pour mission de démontrer qu'en fait l'histoire telle qu'on l'enseigne est fausse. Et que l'origine de l'évolution, les progrès techniques, ce que vous voulez, viennent en fait de la race allemande. Et dès le début, la race allemande a été supérieure. Donc on va les retrouver par exemple en Dordogne, aux Aisies, pour prendre des mesures de Cro-Magnon, pour essayer de prouver qu'il était germain. On va les retrouver dans plein d'autres pays européens pour essayer de prouver cette thèse-là. Alors c'est un petit peu difficile en plus parce que à l'époque où les Romains construisent le Forum et bien avant les Grecs le Parthénon, les tribus germaines vivent dans des huttes en bois et en terre. Mais ils vont s'acharner à démontrer et donc ils vont aller en Espagne, en Grèce, en Crète, dans tous les pays. Et ce qui les fascine par-dessus tout, c'est de retrouver des objets sur lesquels il y a des croix gammées. Donc on avait trouvé un petit film où les archéologues montraient tout ce qu'ils avaient trouvé et pour essayer d'expliquer que la croix gammée était le plus ancien symbole germanique, voire même de l'humanité. Malheureusement pour eux, on le trouve absolument partout et à commencer au Tibet, où ils sont d'ailleurs allés faire des fouilles et où ils ont ramené beaucoup d'objets. Donc on s'est dit, tiens, on va mettre en scène la quête d'une croix gammée avec des pouvoirs un petit peu mystérieux, ce qui nous permettra de parler de tout cet aspect de l'ésotérisme nazi. Qu'est-ce qui vous intéresse avec Éric dans justement la fascination de l'humanité pour les mythes en général et pour les mystères? Qu'est-ce qui, selon vous, nous conduit à aimer tous ces mystères, tous ces mythes? D'abord parce que c'est une des constantes de l'esprit humain. Dès les premières grottes préhistoriques, on marque des signes d'infini à l'époque où les gens sont censés vivre uniquement pour subsister. Donc ça n'a jamais cessé et je crois aussi que l'homme a besoin d'idéal, mais il a aussi besoin de rêve. Il a besoin d'imagination. Et l'idée qu'on puisse avoir quelque chose derrière le réel qui soit différent, en au-delà du réel, dans lequel on soit d'ailleurs quelqu'un d'autre, je crois que c'est une idée, une imagination qui hantera toujours l'esprit humain. Mais attention, autant il y a un ésotérisme merveilleux qui passe par la quête du trésor, par les mystères, voire par le surhomme, autant dans le cas du nazisme, on est dans ce qu'on appelle un ésotérisme sombre, un ésotérisme noir,
Je rappelle par exemple que ces gens qui cherchaient le Graal dans les Pyrénées sont aussi les mêmes gens qui mesuraient les crânes des Juifs pour définir la judéité de certaines populations. Donc vous voyez, c'est une pièce de monnaie qui a son côté parfois ténébreux. Comment vous êtes tombé là-dedans, vous, avec Eric? Je crois que c'est dans la cour de récréation. Vous lisiez le même livre, justement. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes. En classe de seconde à Toulouse, et il se trouvait qu'on lisait le même livre, un petit livre rouge, dans la collection Robert Laffont, et qui portait sur les mystères ésotériques. Mais quand vous vivez à Toulouse, vous avez beaucoup de chance là-dessus. Vous baignez déjà dedans, parce que vous avez les Cathares à 200 km, et vous avez Rennes-le-Château à 200 km aussi. Alors évidemment, dès qu'on a eu 17 ans, on est allé avec détecteur à métaux et pioche chercher le trésor. Comme vous pouvez le constater, je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé un ami avec lequel j'ai fait des romans. Voilà, donc après tout, je pense que le trésor, je l'ai vraiment trouvé. Dans cette trilogie, comme dans tous vos livres, vous mêlez le fantastique, le plausible et le probable. Et à la fin de chaque ouvrage, vous mettez un peu voilà, le vrai du faux et vous expliquez qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Quel est le rôle du romancier? Comment le romancier il s'immisce justement dans cet univers du vrai et du faux? Le rôle du romancier, surtout sur ces questions-là, est devenu plus complexe à cause des théories de la conspiration. Aujourd'hui, pratiquement tout événement, de l'attentat ou ce qui se passe par exemple aujourd'hui près de l'Iran, donne lieu à des théories de la conspiration. Donc, comme nous, on travaille sur ces questions-là, on aime mettre à la fin de nos livres vraiment ce qui est vrai ou faux, ou ce qui est probable, parce que parfois on ne sait pas, justement pour distinguer un petit peu la lumière de l'obscurité. Et dans le cas du nazisme, il faut bien l'avouer que ce qu'on ne croit pas est souvent vrai. Ils ont vraiment mené des quêtes qui étaient absolument hallucinantes, oui. Alors, dans cette trilogie, il y a un personnage qui apparaît, qui porte le nom de Marcas. Alors, pourquoi vous aviez eu envie de faire des passerelles, peut-être, je ne sais pas, entre vos deux ouvrages, finalement, enfin, vos deux séries? On a écrit 11 romans avec Antoine Marcas, dont là maintenant c'est un personnage, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il nous dépasse un petit peu, il est traduit dans le monde entier, donc il est un peu écrasant maintenant Antoine Marcas, je dois bien l'avouer. Et donc maintenant on souhaitait travailler sur la jeunesse et les parents, les grands-parents d'Antoine Marcas, mais on ne savait pas comment. Et là, l'occasion nous a été donnée, donc on a pu se lancer ainsi. Mais attention, il porte le même nom. Est-ce qu'ils ont un lien de filiation? Vous imaginez bien que quand on va arriver au 3e volume, ça ne sera pas aussi simple que ça. J'imagine bien, oui, tout à fait. Par rapport à votre travail, à vous, quand vous n'écrivez pas avec Éric Giacometti, vous avez notamment travaillé sur ça et publié un roman qui s'appelle Les 7 vies du marquis, qui est paru aussi chez Pocket, il me semble. Qu'est-ce que vous aimez chez ce personnage protéiforme de Sade? Alors j'ai publié la correspondance de Sade chez 10-18 et j'ai écrit sa biographie effectivement chez Pocket. Ce qu'il y a de fascinant chez Sade, c'est que c'est peut-être l'auteur qui a la réputation mondiale la plus détestable. Son nom est quand même devenu un nom commun, c'est-à-dire sadisme. C'est pas donné forcément à tout le monde. Et en fait, quand vous piochez dans sa vie réelle, puisque maintenant la documentation est ouverte parce que la famille a ouvert les portes, vous apercevez que sa vie a été extrêmement romanesque à tous les moments. C'est quand même quelqu'un qui a été condamné 2 fois à mort et qui n'a pas été exécuté, une fois sous Louis XV et une fois sous Robespierre. C'est le prisonnier politique le plus long de toute l'histoire de France. Et en fait, quand on regarde ce qu'il a fait réellement dans la vie par rapport aux horreurs qui sont dans ses livres, on s'aperçoit je ne dis pas qu'il a eu une vie banale, mais en fait, voilà, il n'a jamais, lui, tué personne. Ça a d'ailleurs été son drame. C'est-à-dire, tout le monde croyait qu'il était l'homme de ses romans, et c'est ce qui a valu sans doute une vie assez difficile. Alors justement, vous parliez de peut-être ce héros de roman qu'aurait pu être le Marquis de Sade. L'édition de Saint-Maur-en-Poche cette année est dédiée aux héros et aux héroïnes de romans. Qu'est-ce qui fait pour vous un bon héros? Franchement, si je le savais, je le garderais pour moi. Ça, c'est la quête de tous les écrivains. Non, aucun écrivain ne le sait vraiment, parce qu'en fait, votre personnage, devient un héros malgré lui au fil des années. C'est ce que je veux expliquer. Quand on fait, nous, par exemple, des conférences avec mon co-auteur, et on en a quelques-uns ici, des lecteurs qui connaissent bien notre héros, ils connaissent sa vie mieux que nous. Ils ont une idée très nette de quoi il doit ressembler, c'est pas notre cas. Ils nous expliquent même souvent ce qu'il devrait faire après et nous engueulent même sur sa vie sentimentale qui, paraît-il, n'est pas une réussite. Ça, voilà. Je pense que c'est à ce moment-là qu'un personnage devient un héros.
Et dernière petite question, quel héros ou quelle héroïne t'aurais voulu être? Alors, dans la réalité ou dans la vie Choisis. Ah bah, si j'avais à choisir, ça serait Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, évidemment. Bah écoutez, merci beaucoup Jacques Raven d'avoir accepté notre invitation encore une fois cette année. Et puis allez à la rencontre de Jacques, il sera là en dédicace aujourd'hui et demain. Voilà, merci beaucoup. À bientôt David. Merci à vous.